Michel Joret, qui vient nous présenter son 15e roman. Je ne me trompe pas. 15e. Stella Maris, publié chez MEO, dont je salue au passage l'incroyable fertilité de son éditeur, Gérard Adam. Que nous remercions en tout cas publiquement pour tous les services qu'il rend aux auteurs, et particulièrement ceux de notre association et d'autres aussi. Quand j'ai entendu parler du livre Stella Maris, je me suis dit, tiens, c'est une histoire de bateau de pêche. Ça se passe peut-être en Bretagne, ou bien quelque part, en Canberra quelque part. Hein. Ça concerne les pêcheurs. Et puis j'ai reçu le livre, je l'ai regardé avec attention, comme je fais toujours quand je reçois un livre. Et évidemment, j'ai été intrigué par la couverture, par une reproduction d'un tableau de Ensor, James Ensor. Tout de suite, ça a fait tilt. Je me suis dit, James Ensor, c'est au stand. Ça va être compliqué, ce livre. Et en ouvrant les premières pages, je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'un bateau de pêche, mais d'une bicoque, d'une maison, d'une vieille maison à Ostende. Elle est située un petit peu à l'écart du centre. Une maison assez bizarre, plutôt vieillotte, avec des meubles et des tableaux assez anciens. Une maison qui sent un peu le moisi, mais qui a l'air d'être chargée de beaucoup de choses, de beaucoup de souvenirs, de beaucoup de mémoires. Si vous voulez, je vais vous lire directement un passage, au début, donc, qui concerne cette fameuse maison, donc, qui porte l'enseigne Stella Maris. Je ne dois pas vous traduire, hein. Ça ira? Même ceux qui n'ont pas fait de latin, oui, ça ira. Voilà. Stella Maris, te voilà, et me revoici. Château vétuste et sans noblesse, coiffé de ta tourelle pointue, couleur de pomme acide. Rehaussé, nul n'a jamais su pourquoi, d'un fronton pompeux, étoile de mer déconfite que la marée n'aurait pas ramené à l'étendue. Le genre de maison. Bon. Et alors, ce qui m'intrigue aussi, c'est le « te voilà et me revoici ». Donc, il y a un dialogue hein, dans ce texte descriptif. « Te voilà et me revoici ». Donc, il y a un personnage qui va ouvrir le livre, qui vient de Bruxelles, qui habite au boulevard Général Jacques, si je ne me trompe, qui va prendre le train et qui va donc se diriger vers Ostende. Me revoici. Alors la question que je te pose tout de suite, pourquoi ce jeune homme qui a l'air d'avoir une trentaine d'années prend le train et va se diriger vers cette fameuse maison Stella Maris, et quels sont les liens qui unissent ce personnage à cette maison, qui a l'air d'être très importante puisque le roman porte son nom. Mon personnage quitte Bruxelles, comme tu le dis, mais pas de manière exempte de soucis, puisqu'il vient de perdre sa femme, il a perdu son épouse, et il se trouve là tout à fait, non seulement désespéré, mais il ne sait pas de quoi sa vie pourrait être faite. Et donc, il réfléchit très peu parce que, finalement, ce qui le passionne avant tout, c'est l'endroit qui pourrait le recueillir. Ce n'est pas lui qui pourrait recueillir un endroit, c'est l'endroit qui pourrait recueillir, et il n'y en a qu'un. Et cet endroit-là s'appelle le Stella Maris, c'est un bâtiment qui se trouve sur la côte belge à Ostende. Il faut savoir, tu sais bien, que toutes les plages ont leur Stella Maris. Oui, c'est très couru. Donc, forcément, à Ostende, il y a cette bicoque Stella Maris qui a effectivement une histoire. On a d'ailleurs le sentiment qu'à la mer du Nord, il y a beaucoup de maisons comme ça qui ont l'air de porter l'histoire. Et ce n'est pas seulement une illusion, c'est souvent le cas, je crois. Pour ne citer qu'un cas, lorsque nous avons mis fin à la colonisation, il y a des têtes coloniaux qui ont acheté des maisons au bord de mer et qui ont rempli le living d'objets, tu sais, voilà, il y a des objets un peu vintage, voilà.
Et donc on se trouve devant une maison un peu baroque comme ça, avec des souvenirs qui ne sont pas les siens, qui sont ceux des autres, mais on n'est pas sûr non plus, est-ce que ce sont des Africains, pas tellement. Bref, c'est un peu interlope. Mais c'est devenu un hôtel, cette maison. Ce n'est plus la maison de la famille. Alors c'est une maison qui est à louer, comme la plupart des maisons auxquelles on peut accéder. On peut louer, et il se trouve que la famille de mon personnage a loué à plusieurs reprises Stella Maris, que lui-même et son épouse a occupé ces lieux. Et donc, il se dit, ne sachant plus où aller, ne sachant pas combien de temps il restera sur place, mais sachant en tout cas une chose importante, c'est que Ostende enferme ses souvenirs et qu'il a une très longue histoire avec Ostende et avec évidemment Stella Maris qui représente effectivement son port d'attache pour un moment. Il faut dire que tout le livre est littéralement immergé dans la ville d'Ostende. Il n'y a pas plus ostendé que toi dans ce livre-ci. C'est extraordinaire. On a l'impression que Michel a passé des heures et des jours et des mois à scruter tous les petits coins d'Ostende pour que son livre ait l'air tout à fait typique et authentique. Mais alors, je te pose une question tout de même importante. Dans quel état est-il quand il arrive dans cette maison Stella Maris? Il vient de perdre une épouse qu'il adorait. Oui. Oui. Alors, il n'est pas dans un état, il est hors de tout état, et il ne sait pas trop ce qu'il va chercher, mais il sait qu'il doit partir, et qu'il doit... Bon, et quand tu dis je suis ostendais, en fait, je remarquerai quand même qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent ostendais parce que il y a eu quand même dans notre histoire, ne fût-ce que de Bruxelles par rapport à la côte belge, il y a tout de même une succession d'événements singuliers, les congés payés, la découverte de la mer, les bains de mer, la plage. Bon. On a tous un point ostendais dans notre vie. Oui, mais en plus, cette curieuse culture qui nous est devenue familière au fil du temps, mais qui nous était étrangère au départ, c'est-à-dire que tu fais 3 pas dans une cité de la mer du Nord, tu te trouves envoûté par les masques danseurs, d'ailleurs, pour commencer. Mais ici, il n'est pas envoûté au début, il est profondément triste, tu viens de le dire. Oui. Je cite le terme que tu utilises, il est désamarré. Un peu comme l'étranger de Camus, il vient de perdre, lui c'était sa maman, ici Damien c'est son épouse. Elle a été victime du virus, le Covid, parce que l'histoire se passe en 2020, donc au début du Covid, donc elle a été frappée par le Covid. Il est désespéré en fait, il est vide bien sûr, mais il est plein d'elle aussi, donc il va là pas pour oublier, mais pour retrouver peut-être un passé heureux avant le décès. Pour retrouver un sens à sa vie, il va essayer de retrouver un sens à son vécu, à ce qu'il pourrait faire. Il est journaliste de profession, il va essayer de comprendre. C'est pas un chagrin, c'est un désespoir profond. Et je crois qu'il y a dans son attitude quelque chose qui m'est presque familière. Lorsque on dépasse le désespoir pour atteindre l'insondable, on se retrouve face à l'étendue, face à la mer, et c'est la mer qui devrait apporter une sorte d'apaisement, si apaisement est le mot juste, en tout cas qui leur permettrait à ces gens-là d'exister. Oui. Et donc mon personnage, il fait ce que je crois d'autres pourraient faire aussi. Je suis hors de tout, je veux retrouver un sens à ma vie, je vais retrouver la mer. Et puis c'est pas n'importe quelle mer non plus, tu la connais par cœur. On retrouve la même passion que celle que Gelderode a mise dans ses descriptions. On parlera de James Ensor tout à l'heure.
Il a quand même perdu quelqu'un de très cher. Il adorait son épouse, ça a été une très très belle union. Ils se sont connus à l'université. Et ce deuil le mine tout de même, le vide. Complètement. Alors comment retrouver ses assises, son équilibre? On te le dit très bien en retrouvant cette maison, qui était la maison où il a passé sa prime jeunesse en vacances. Oui. Pas davantage. Non. Oui. C'est important à signaler parce que la jeunesse de Damien n'aura pas été très simple. Il y a eu plusieurs périodes, son enfance qui a été heureuse, et puis après, on peut déjà le dire, son père a divorcé, donc il s'est retrouvé seul. Son père, on va en reparler de ce fameux collège, l'a placé en interne à Ostende, et la mère, et c'est ça, je n'ai pas très bien compris ce que tu disais dans ton livre, la mère donc s'est séparée et puis elle a disparu. Elle a disparu. Donc il n'y a plus de nouvelles de sa mère. Elle ne fait plus partie de son histoire. Et le père fait partie de son histoire d'une façon un peu particulière. Il adore les femmes. Et donc, lorsqu'il rend visite à son fils le dimanche, il amène une nouvelle tante. Voilà. Oui, il y en a pas mal dans le livre. J'en ai compté 5 ou 6 voilà, c'est ça. tantes. Donc il présente la femme avec qui il vient dire bonjour à son fils durant le week-end. Il la présente comme une tante. Tante Gertrude, tante Alice, enfin chacune a un nom. Voilà. Et donc le gamin, c'est un jeu pour lui. Hein. Il décerne presque des accessites aux tantes qu'il rencontre. Celle-là, oui, celle-là, moins bien, celle-là, ceci. Et donc c'est un jeu, mais un jeu cruel, parce que il aurait quand même voulu que son père lui appartienne un peu plus, et le père ne lui appartient pas. Voilà. C'est le thème du père absent, oui. Et de la mère absente aussi. Et la mère absente. Oui, ça c'est très intriguant, parce qu'on voudrait bien connaître l'issue de la vie de la mère, mais tu ne dis rien à ce sujet. Non, parce que dans l'histoire de Damien, ce qui est important, c'est évidemment ce qu'il va nouer et renouer comme contact. Tu vois où je veux en venir, puisque il va retrouver un ancien de son propre collège qui s'appelle le frère Marc. Et le frère Marc, c'est un homme âgé qui a eu son propre père comme élève. Lui également le connaît très bien. Et il va le rechercher pour retrouver des informations sur lui-même et sur son père. Il faudrait bien qu'on parle de ce fameux collège. Est-ce qu'il a existé, ce collège? Je n'en sais rien. Donc tu l'as un peu inventé. Je l'invente, mais je ne l'invente pas n'importe comment, parce que je trouve que le collège fait partie de la fantasmagorie, si tu veux, de la mer du Nord. La religion occupe une énorme importance. En tout cas, les signes apparents de la religion sont imminents. Et donc, voilà, il y a quelques capuchons en plus dans son collège. Il y a l'adresse, Langestrade, j'ai été voir, je n'ai pas trouvé évidemment trace de ce fameux collège, mais tu parles d'un ordre des frères, des petits frères des écoles chrétiennes, donc c'est un collège qui appartient à l'ordre de Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Donc ce sont les petits frères qui s'occupent des petits malheureux que les parents mettent en pension. Oui. C'est le cadet de Damien, donc il est mis en pension parce que, un enfant perdu. Un enfant perdu. Il a quel âge quand il commence à vivre en tant qu'interne dans ce collège? Mais il est interne jusqu'à la fin de ses études secondaires. Et après, il part à Bruxelles pour des études de journalisme. Et évidemment, vous avez deviné qu'il n'est pas heureux du tout dans ce collège. Comme dans les vieux collèges, les jeunes s'ennuient, ils sont mélancoliques, et surtout qu'il n'a pas la visite régulière de ses parents, ce dont il souffre tout de même. Alors, tu viens de le dire, il s'attache très fort à un frère, le frère Marc. J'aimerais bien que tu en parles, parce que c'est une personnalité très riche, et tu en parles avec beaucoup de, je dirais, d'émotion. Beaucoup d'empathie. Beaucoup d'empathie, oui. Parce que le frère Marc, il a quand même dans les mains un outil absolument redoutable. C'est-à-dire que comme il a connu le père de mon personnage, qu'il a plus que connu, il a vraiment été presque son ami, eh bien, il a recueilli à la fin de sa relation, il a recueilli un ensemble de notes, d'observations, qui est son journal intime, finalement, tu vois.
Donc il connaît très bien Et il le connaît père, parfaitement qui s'appelle le Louis. père. Donc, hein, le Oui, père, c'est ça. c'est- Il connaît parfaitement le père, et il sait très bien que Damien, mon personnage, lui ne sait rien de tout ça, il ne connaît pas son père. Et donc il pourrait le découvrir en fonction des notes que lui possède, mais il est suffisamment intelligent et fin pour savoir qu'on ne va pas livrer le tout. Voilà. Donc tous les sous-entendent qu'il n'y avait pas de relation très intime entre Louis et Damien, entre le père et le fils. Non, Pas de mère non plus. non. Bon, Damien devait se sentir très seul au collège. Donc c'est un enfant perdu. Un enfant perdu. Heureusement, le frère Marc, donc, qui est prof de philo, qui a donc un certain âge, déjà une soixantaine d'années, on peut être dans le livre. Et c'est le seul vraiment frère en lequel Damien a confiance. Il se voit souvent, il sent que l'autre s'intéresse à sa vie, parce qu'il sait que cet enfant n'est pas heureux. Donc il y a un rapprochement très intime. Au fond, il lui sert de père, en quelque sorte, le frère Marc, un père de substitution. C'est une partie de la relation. D'une part, il a confiance et il a besoin d'entrer dans cette relation comme on entre dans son passé, dans son existence. Mais par ailleurs, il y a quand même une méfiance qui s'installe par rapport à l'institution religieuse d'abord, et enfin la suspicion que les informations qu'on lui donne sont fragmentaires, elles ne sont pas nécessairement avérées. Il n'est pas toujours d'ailleurs très, très aimable. On le surnomme Philippe II, donc il a un côté sévère, un côté peut-être un peu étroit d'esprit. Mais il a aussi, Damien a quand même compris au fil du temps que le collège des Lassaliens, c'est un collège de comédiens, finalement, et que chaque enseignant eh bien, apporte sur l'existence son brin de comédie par rapport aux enfants qui en feront évidemment du théâtre, en fait. C'est du théâtre. Si tu veux, on va revenir vers les visites parentales. Parentales, entre guillemets, c'est un euphémisme, hein, parce que la dernière conquête de Louis, tante Lucie, très belle, très jeune, très attirante, va plaire aussi au fils, va plaire aussi à Damien. Damien va s'attacher à elle, pensant que ce serait la dernière. Et alors on va apprendre au fil du livre que, parmi les procédés narratifs que tu vas utiliser pour amener cette nouvelle, mais la pauvre Lucie, après avoir vécu des moments très forts avec le père de Damien, va être retrouvée dans une chambre d'hôtel, égorgée. Et après ce qui a l'air d'être un crime, va disparaître le père, Louis le père, sans aucune lettre d'explication, rien du tout. Donc il y a eu un crime puisqu'elle a été égorgée et l'auteur est inconnu. On va soupçonner évidemment Louis puisqu'il met les voiles, hein, il ne va pas comme dans la fameuse affaire du député Westphal, attendre un certain temps avant de descendre et signaler la mort de sa compagne. Ici, il met les voiles tout de suite et il disparaît, et je dirais qu'il disparaît presque à jamais. Pas tout à fait. Il disparaît pas tout à fait pour plusieurs raisons, et c'est ça qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que d'une part, il y a toujours les notes inconnues de Damien, mais les notes du frère Marc, ça c'est une chose. C'est très bien qu'il y a des renseignements très utiles qu'il pourra avoir à propos de son père, mais il n'a pas ces notes. Et en tout cas, quand le frère Marc lui parle de son père, il en parle en des termes qui sont évidemment choisis. Bon, donc il se méfie, et par ailleurs, évidemment, il a quand même le sentiment très net que son père pourrait être l'assassin de cette Lucie, mais il ne sait pas pourquoi. Donc, mais c'est tout de même étonnant. Ouais. L'amant de Lucie qui s'en va, qui ne donne aucune explication.
il s'avoue coupable en faisant ce Il genre s'avoue de coupable, choses. oui. C'est quand même assez étonnant. En fait, il déjoue les pièges de la police C'est ça, oui. et on le retrouve lui. Donc c'est un peu l'affaire Westphal, je suppose que tu y as pensé toi-même à ce moment-là, parce que ça se passe dans une chambre d'hôtel, ce n'est pas Ostende, c'est à La Panne, si je me trompe, c'est pas très loin d'Ostende. Hein. Donc voilà, on sent que tu connais l'histoire d'Ostende à la perfection. Voilà donc notre jeune homme tout à fait orphelin, il n'a plus de père, il n'a plus de mère, donc le frère Marc devient son seul secours en quelque sorte. Mais ici, il a quel âge quand ça se passe? Damien. Oui, Damien, oui. Mais Damien, moi j'imagine qu'il a 25-26 ans à ce moment-là. Il a fini cette université. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, il reste à Damien, peut-être l'essentiel, c'est de découvrir pourquoi tout cela arrive. Sa jeune femme qui meurt, sa maman qui disparaît, son père qui s'en va après avoir peut-être commis un crime. Le frère Marc va bientôt mourir aussi de la même maladie du Covid. Le frère Marc avait laissé planer une idée, une sensation, une impression, que partageait donc Louis, le père, que tout cela était l'objet d'une sorte de malédiction. Qu'il y avait une malédiction qui pesait sur cette famille, donc la famille de Mont, hein, puisque c'est le nom de famille. Et alors, c'est ça qui intrigue Damien de plus en plus, d'autant plus que Damien va rencontrer, c'est l'époque du carnaval, il va rencontrer une jeune guide, une indienne adoptée par un des parents ostendais, qui ont été, du moins le papa a été aussi lui élève dans ce collège. Et l'idée de malédiction va être renforcée aussi par une sorte d'atmosphère très fantastique. Et là, on voit que tu adores le roman fantastique belge particulièrement, parce que les masques, il y avait déjà des masques pour le Covid, mais alors les masques maintenant, les masques en saurien vont se rassembler autour de lui, et le couple, le nouveau couple, entre guillemets, donc entre le jeune homme, enfin, le jeune trentenaire et cette jeune guide, va se consolider au bal du rat mort. Tu as choisi expressément le bal du rat mort, c'est plus qu'un symbole. Oui. Le bal de rat mort, finalement, c'est la consécration de toute la mythologie, de tous les fantasmes de la côte et d'Ostende en particulier. C'est en tout cas le fantasme d'un sort aux 1000 masques. Mais pas seulement, parce qu'on parlait effectivement des Bruxellois qui ont appris à connaître la mer du Nord, mais la connaître comment? Mais finalement aussi par sa mythologie, et les écrivains belges, je pense à Gérard Prévost, je pense à Michel de Gelderode, ils ne se sont pas privés pour parler d'Ostende et pour parler du bal de rat mort. Gelderode, dans une nouvelle, raconte d'ailleurs cette histoire de barque qui arrive pendant le bal de rat mort et qui emporte un des fêtards au large, tu vois. Donc c'est vrai qu'il y a pas seulement un sort, il y a tous ceux qui ont adhéré à ces masques, à ces fantasmes. N'empêche que Damien perd un peu la tête, hein. Il est perdu, il ne sait pas atteindre la vérité. Alors, tu vas utiliser, dans la deuxième partie du livre, une série de procédures de type narratif pour que Damien puisse connaître peu à peu l'histoire de son ascendance. Parce que si on parle de malédiction, la malédiction, il est en train de la subir, lui qui a perdu donc ses parents et son épouse, mais peut-être que la malédiction, c'est ce que le frère Marc avait laissé sous-entendre, remonte beaucoup plus haut. Oui. Alors c'est l'historien qui joue, l'historien et l'auteur fantastique aussi, ne raconte pas tout parce qu'alors ils n'auront plus l'envie de lire ton livre, mais il y a une grande partie qui va se passer, ou du moins qui va être racontée d'une manière assez étonnante. Tu vas utiliser donc des procédés, je dirais, inhabituels pour raconter le passé de la famille de Damien. Tu veux nous en parler un petit peu? Simplement des procédés, hein? Oui. Mais le plus important pour moi était de faire comprendre que la malédiction a pu exister quelque part, qu'elle est objective. Et le frère Marc, lui, le savait. Il connaissait l'origine de cette malédiction et
ce n'est pas qu'il ait envie d'y croire, mais c'est qu'il a envie d'avoir une explication sur son ascendance, sur sa propre vie. C'est ça le problème. Et il n'y arrive pas, mais cette malédiction donne tout de même des informations intéressantes sur la manière dont se comporte son père, dont il disparaît. Le frère Marc aussi, il a une fin de vie tout de même chaotique. Et il a besoin de comprendre tout ça. Si je puis t'arrêter, dans les révélations que Louis, donc le père, va faire et qu'il va déposer dans une enveloppe, d'abord dans un carnet et puis dans une enveloppe, on apprend des choses étonnantes. Donc, Louis raconte, donc c'est destiné à son fils, à Damien, il raconte la découverte de l'amour avec Lucie, sa rencontre avec Lucie, et il va très très loin dans l'intimité de son récit. Il va même jusqu'au moment du meurtre, entre guillemets. Est-ce que ça te paraît, je dirais, habituel qu'un père puisse se révéler de manière aussi impudique à son fils? Mais, si ma mémoire est bonne, ce n'est pas à son fils qui révèle sa nature profonde, c'est surtout au frère Marc. L'enveloppe est l'enveloppe, hein, je parle de l'enveloppe. Oui, il y a un carnet, ça c'est pour le frère Marc, et il y a une enveloppe, ça c'est pour Damien, et c'est dans l'enveloppe qu'il décrit, par exemple, sa rencontre à Furnes, et puis le départ vers, le départ vers l'hôtel de la Pagne, où s'est passé donc le drame. Oui. Le meurtre de... Mais là non plus, je crois que je ne peux pas révéler la raison profonde pour laquelle il a pu se transformer en meurtrier. Sinon que, comme son fils, il a bien cru que le défilé des tentes allait cesser et qu'il avait enfin trouvé la femme de sa vie. Et pour lui, en tout cas, Damien a compris que s'il avait retrouvé la femme de sa vie, il aurait retrouvé son fils également. Absolument. Mais elle n'était pas fidèle. Cécile n'était pas fidèle. C'est un peu comme Véronique Biroton, que Bernard Westphal a accusé d'avoir des amants. C'est ce qui a peut-être justifié le... On est parti ici dans une histoire de plus en plus complexe. Et alors ça se complique encore davantage parce que Louis et sa nouvelle amie, donc indienne, qui est Guy d'Ostende, vont rencontrer un historien. Et pas n'importe qui. Hein. Un historien qui connaît la ville par cœur. Et explique-nous un petit peu comment l'historien va exposer à Damien le passé de sa propre famille, du clan de Mans. C'est un procédé tout à fait original. La façon dont il expose. Oui, la façon dont il va informer Damien de ce qui a provoqué la malédiction, le départ de la malédiction, et puis tous les avatars qui se sont produits jusqu'à l'époque du meurtre de Cécile. Donc il va reprendre l'origine. Oui, l'origine de la malédiction. Et non seulement reprendre l'origine de manière affective, mais de manière historique. Parce que c'est une chose que l'on connaît assez peu, je crois, c'est que le comportement des révolutionnaires français à Ostende a été purement scandaleux. Les fameux sans-culottes. Ah oui, ça c'était une période absolument infamante du côté français. La soldatesque français pillait, violait, se promenait à Ostende comme un terrain conquis, sans aucun respect pour la culture, etc. Tout ça a tout de même eu des conséquences très importantes sur la malédiction. Et donc, dès lors qu'il a situé l'origine de la malédiction, je ne dirais pas pourquoi cette malédiction se faisait, je crois que ce n'est pas nécessaire, mais par contre, il a raconté par après les effets de la malédiction, c'est-à-dire qu'à chaque génération, il s'est passé quelque chose de terrifiant. Une fois qu'on a compris tout de même l'essentiel, il y avait déjà malgré tout, quand on revient maintenant vers la maison d'Ostende, d'Astel de Maris, tu dis au début que derrière l'armoire, il y a une reproduction d'un tableau de Friedrich, un moine devant la mer. Ça m'avait frappé, je me dis pourquoi est-ce qu'il parle de cela? Et en fait, ce moine, on le retrouve à peu près
souvent en tout cas dans le livre. Tu peux nous dire un petit peu ce que ce moine représente, simplement ce qu'il représente, si c'est un symbole, une incarnation, ou bien si la question est saugrenue. Mais d'abord parce que le moine tu dis, quand on comprend combien la religion peut être importante dans ces territoires de la littoral belge, eh bien, pas étonnant que ce moine apparaisse là, au niveau de la solitude aussi, parce qu'il est seul devant la mer, et enfin par l'intention qu'il a de communier avec la mer. Je crois que c'est ma réponse en 3 temps, je crois que c'est ça qui compte, et de là toute l'importance, évidemment. Et donc, en conclusion, il y a une véritable malédiction qui pèse sur cette famille. Oui. Et heureusement, mais évidemment, ici on ne peut pas raconter la fin, vous avez deviné que la malédiction ne va pas durer des siècles et des siècles et des siècles, que tu es un écrivain qui est bon, et que tu vas ménager tes lecteurs, tu ne vas pas leur promettre des malédictions successives et des tomes qui vont développer ce genre de choses. Il va se produire quelque chose, que l'on a déjà deviné un petit peu. Cette jeune indienne, qui est docteur en histoire et donc qui est guide, va ressentir pour Damien une profonde affection. Ils sont très différents l'un de l'autre. Tout à fait. Oui. Tout à fait. De toute façon, dès lors qu'il a quitté Bruxelles et qu'il arrive au Ostende, ce n'est plus la même histoire. Oui. En fait, ce que j'ai voulu faire apparaître, ce n'est pas lui qui crée l'histoire, c'est l'histoire qui s'impose à lui. Et donc, c'est une discussion qu'on a eu avec Gérard aussi à un moment, il me dit, mais il adorait sa femme. Comment est-ce possible qu'après quelque temps, eh bien, il renoue une histoire qui est tout à fait une histoire d'amour qui est différente? Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique dans la logique, justement, d'un même espace, si tu veux. Mais comme il a quitté sa vie, et comme c'est un autre personnage qui vit à Ostende et qui recompose tout à fait autre chose, et surtout qu'il doit tenir compte de cette malédiction qui a composé ses parents depuis toujours, ses ancêtres depuis toujours, eh bien, à ce moment-là, on ne peut plus parler, si tu veux, d'oubli, on ne peut pas parler de légèreté. J'ai voulu faire apparaître que c'est un petit peu le sens de la vie, c'est que la vie apporte peut-être, quand on s'y attend le moins, tout autre chose. Elle lui dit à la fin, toi tu as une histoire très compliquée, moi j'en ai pas. Et moi je m'intéresse à ton histoire, toi tu vas t'intéresser à la mienne. C'est-à-dire c'est du renouveau, c'est une renaissance en quelque sorte pour Damien. Il était temps qu'il rencontre cette personne qui vient d'un tout autre horizon, mais qui a des liens avec Ostende aussi. Oui. Oui. Non seulement des liens, mais qui lui apporte en tout cas un environnement dont il avait profondément besoin, comme il était sans environnement. Il a trouvé là une demeure à sa mesure. Absolument. Vous l'avez deviné, c'est un livre vraiment passionnant à suivre, qui montre tout l'intérêt que tu portes à la ville d'Ostende. C'est plus que de l'intérêt d'ailleurs, c'est une passion. Et si vous aimez Ostende, c'est vraiment le livre à prendre avec vous, pas pour lire sur la plage, vous prenez un petit bistrot bien chaud et vous allez vous régaler parce que Ostende ne va pas vous lâcher une seconde. C'est vraiment un livre plein de bruit, de masques, de rire grinçant parfois aussi, mais qui est vraiment très très agréable à lire. Je l'ai lu 2 fois pour être tout à fait sûr de ne pas m'être trompé dans tous ces noms, mais on s'y retrouve et avec un très grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup Michel. C'est moi qui te remercie Michel.